Juillet 1870. Le chancelier prussien Otto von Bismarck provoque la France au travers de la dépêche d'Ems. Son but est alors d'unir les États allemands au travers d'une guerre contre un ennemi commun, la France. L'empereur Napoléon III, affaibli par la maladie, mal conseillé par son entourage, déclare la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870. La France apparaît alors comme l'agresseur, ce qui provoque l'entrée en guerre des États allemands aux côtés de la Prusse, comme l'avait prévu Bismarck. Le 6 août 1870, les 1er, 5e et 7e corps de l'armée du Rhin, commandés par le maréchal Patrice de MacMahon, sont défaits à la bataille de Fröschwiller-Voert. À Vendôme, l'annonce de cette défaite provoque une vive émotion en ville. De nombreux Vendômois, inquiets de la tournure des événements, se réunissent tous les soirs sur la place Saint-Martin, près de la sous-préfecture, dans l'attente d'une dépêche ou d'une quelconque nouvelle sur l'évolution de la guerre. L'autre lieu de rendez-vous des Vendômois est la gare de chemin de fer. C'est par elle que les journaux arrivent, que les convois de militaires transitent, et, alors que la guerre se rapproche, que l'on y voit passer des convois de prisonniers et de blessés. Face au sérieux de la situation, le gouvernement impérial fait appel le 17 août à la garde nationale mobile. Jusque-là, cette armée de réserve n'avait existé que sur le papier. Les 4 compagnies de la mobile de l'arrondissement de Vendôme, qui comptent chacune environ 200 soldats, sont rassemblées au quartier de cavalerie. Les hommes qui la composent n'ont pour la plupart aucune expérience militaire. Ce manque d'entraînement des mobiles sera plus d'une fois préjudiciable à ces unités. À ce sujet, l'abbé Blanchard, qui fut pendant la guerre l'un des aumôniers des mobiles du Loir-et-Cher, rapporte cette anecdote. Dans une reconnaissance, les mobiles ayant tiré sans ordre sur 4 Uhlans, 2 hommes tombèrent. Malheureusement, ce ne furent pas les Uhlans, mais 2 pauvres mobelots. L'un avait reçu au sommet de la tête une balle de son camarade qui était placé derrière lui, et l'autre s'était retrouvé mal à la vue du sang qui coulait de la blessure qu'il avait occasionnée. Aux côtés de ces nouveaux soldats, une partie de la population vendômoise participe directement à l'effort de guerre, telles ces dames qui se réunissent au musée pour faire, à partir de linge, de la charpie pour le service des ambulances. Les mauvaises nouvelles en provenance du théâtre de la guerre provoquent une grande nervosité au sein de la population. C'est ainsi qu'à la mi-août, M. Godineau, architecte de Vendôme qui visitait le château de Fréteval, fut arrêté par la population locale qui le soupçonnait d'être un espion à la solde des Prussiens. Le 18 août, l'armée du Rhin du maréchal Bazaine est vaincue à Saint-Privat par 2 armées prussiennes sous le commandement d'Helmut von Moltke. Le général français est contraint de battre en retraite vers Metz, qu'il atteint le 20 août et où il se retranche avec 150 000 hommes. Le 1er septembre 1870, l'armée française du maréchal MacMahon, envoyée au secours de celle du maréchal Bazaine, est écrasée par les Prussiens à Sedan. L'empereur Napoléon III est fait prisonnier. Le dimanche 4 septembre, quelques députés parisiens, avec à leur tête Léon Gambetta et Jules Favre, proclament la fin de l'Empire et l'avènement de la République. Un gouvernement républicain est formé. Il se veut le gouvernement de la défense nationale et compte sur l'armée de réserve, constituée par la garde nationale mobile, pour repousser les Allemands hors du territoire national. À Vendôme, la population apprend le 4 septembre à la fois la défaite de MacMahon et la proclamation de la République. Gervais Launay, professeur de dessin au collège de Vendôme, note dans son journal que le lendemain, au conseil municipal, M. Avril, un élu, déclare que l'arrivée au pouvoir des Républicains va refouler les Prussiens et faire jouir les Français d'un bonheur inconnu jusqu'ici. À la mi-septembre, les Allemands s'apprêtent à encercler Paris. Les habitants de Vendôme se demandent si la ville pourra être en mesure de résister à une attaque ennemie. Gervais Launay note dans son journal que « tous les gens sages sont unanimes à déclarer que Vendôme, ville ouverte, n'est pas susceptible d'être défendue et que le cas contraire annoncerait des désastres incalculables. » En ville, de nombreuses informations fantaisistes circulent au sujet de la guerre. Pour éviter que ces bruits ne se propagent, le sous-préfet fait afficher le 27 septembre une circulaire invitant les citoyens à ne pas colporter des nouvelles qui n'auraient pas de cachet officiel sous peine d'amende. Le vendredi 30 septembre, à l'annonce de la capitulation de la ville de Strasbourg, Gervais Launay note « Travailler de 3 heures à 5 heures sans pouvoir fixer ses idées, accablé que l'on est par des insuccès qui se renouvellent sans interruption. » Alors que le siège de Paris par les Prussiens a débuté,
L'armée bavaroise du général Ludwig von der Thann-Ratsamhausen s'approche d'Orléans et de Chartres. L'armée de la Loire du général d'Aurelle de Paladine s'apprête à contre-attaquer. Vendôme devint dès lors une ville à l'arrière du front où, durant près de 2 mois et demi, de nombreuses unités françaises passeront. Début octobre, près de 8000 soldats stationnent dans Vendôme, principalement des hommes de 2 régiments mixtes de cavalerie légère et des mobiles. Le 10 octobre, les Bavarois prennent Châteaudun, à 40 km au nord-est de Vendôme. Une troupe française hétéroclite, commandée par le colonel Ernest de Lipovski, reprend Châteaudun et se retranche dans la ville. Parmi ces hommes se trouvent une trentaine de tirailleurs de Vendôme et 20 francs-tireurs du Loir-et-Cher. Le 18 octobre, plusieurs milliers de Prussiens du général Ludwig von Wittich passent à l'attaque. Les Français se défendent avec acharnement durant toute la journée. Les hommes de von Wittich doivent prendre la ville maison par maison. Une fois Châteaudun conquise, les Prussiens ivres de rage commettent les pires exactions. Exécutions sommaires, viols, pillages, incendies. Le lendemain, c'est la consternation qui règne parmi la population vendomoise lorsqu'elle apprend ce qui s'est passé. Elle ne veut surtout pas subir le même sort. Le 21 octobre, de 8000 à 10 000 hommes sont hébergés dans la ville. Tous les bâtiments sont réquisitionnés, comme le lycée où est hébergé un bataillon de mobiles de la Haute-Loire. En prévision de nouvelles arrivées de troupes, des soldats du génie débutent l'aménagement d'un camp retranché pour l'artillerie à Bel-Air. Si les officiers sont logés chez l'habitant, les soldats dorment pour la plupart sous la tente. Face à la menace prussienne, qui se précise de jour en jour, les ponts de la ville sont minés le 29 octobre. Le lendemain, l'autorité militaire organise un dépôt de poudre au musée. Le même jour, les Vendômois apprennent la capitulation sans combattre du maréchal Bazaine à Metz. Le 1er novembre, le sous-préfet de Vendôme, M. de Marsay, convoque la garde nationale sédentaire sur la place Saint-Martin et réclame des volontaires pour mener une expédition sur Pezou. Environ 200 gardes nationaux, menés par le sous-préfet, partent vers ce village où ils ne rencontrèrent aucun Allemand, puis revinrent en ville le lendemain. Stanislas Neils, vigneron et conseiller municipal de Vendôme, écrit dans son journal « C'était de la fantaisie pure que d'envoyer ainsi des hommes mal armés, à peine disciplinés, pour couper les chemins et les routes, alors que nos troupes régulières opéraient en avant. » Début novembre, les espoirs d'armistice s'évanouissent avec le refus du gouvernement français d'accepter les conditions que pose la Prusse pour en arriver à un accord. Celle-ci n'admet ni le ravitaillement de Paris pendant la durée de l'armistice, ni le droit à l'Alsace et à la Lorraine de prendre part à l'élection de l'Assemblée constituante. Le 9 novembre a lieu la bataille de Coulmiers, à 20 km à l'ouest d'Orléans, victoire française à laquelle prennent part les mobiles de Vendôme. Le jeudi 17 novembre, de nouvelles troupes, en majorité des mobiles, viennent stationner à Vendôme, transformés en camps retranchés. Dans l'impossibilité de les loger, ces bataillons campent au Grand Pré et sur la promenade des Prés aux Chats. Gervais Launay note que le plus grand nombre n'a ni paille ni couverture pour se garder du froid et de l'humidité qui règnent. Conséquence de ces campements précaires, le nombre de malades augmente de façon dramatique. Le 19 novembre, on compte au lycée 180 malades, il y en a 240 le 22 novembre. Parmi les troupes passant par Vendôme, se trouvaient de nombreux groupes de francs-tireurs attachés à l'armée de la Loire, tels que les francs-tireurs américains, de la Gironde, d'Indre-et-Loire. Ces unités, constituées de volontaires, se distinguaient par leur uniforme propre à chacune d'elles et par la grande autonomie dont elles jouissaient. Pour maintenir l'ordre au sein des nouvelles unités de l'armée, un décret du gouvernement de défense nationale du 2 octobre 1870 avait créé des cours martiales qui jugeaient sans plaidoirie et sans aucun recours. Les arrêts étaient exécutoires dans les 24 heures. Témoignage de cette justice expéditive, un soldat du 45e régiment de marche, qui avait refusé de faire un service commandé, fut jugé à Vendôme le 15 novembre. Condamné à mort, il fut fusillé le lendemain matin sur le champ de Mars. Le mercredi 23 novembre, la garde nationale de Vendôme, sous le commandement du sous-préfet, en tenue de lieutenant-colonel, mène une nouvelle expédition du côté de Legault dans le Perche. Les hommes de la garde nationale y resteront 2 jours sans rencontrer aucun Prussien. Le vendredi 25 novembre,
12 Uhlans opèrent une reconnaissance sur la ville, ce qui provoque une grande panique. Le soir même, des perquisitions sont faites dans les clochers de la ville, sous prétexte que des fusées auraient été tirées de là pour guider les Prussiens. Comme le note Launay, on ne sait vraiment pas jusqu'où peut aller l'aberration humaine dans des moments critiques comme ceux où nous sommes. Les idées les plus extravagantes, les suppositions les plus absurdes, sont acceptées sans qu'aucun raisonnement sensé ne puisse en faire justice. Le 2 décembre, à la bataille de Loigny, l'armée allemande du grand-duc de Mecklembourg bat l'armée de la Loire du général d'Aurelle de Paladine. Lors de cette bataille, Armand Héron, porte-drapeau de la 8e compagnie du 2e bataillon de la garde mobile du Loir-et-Cher, est tué dans les combats. Au soir de la bataille, le sergent Jules Séverin Tanviré de Villiers s'inquiète de la perte du drapeau de soie richement brodé qui avait été donné à sa compagnie par les dames de Vendôme. Le sergent repart le chercher sur le champ de bataille au risque de sa vie. De cet épisode fut peint un tableau conservé aujourd'hui au musée de Vendôme. Le 4 décembre, l'armée de la Loire se retrouve coupée en deux par les Allemands au niveau d'Orléans. Le tronçon Est, appelé armée de l'Est, se replie sur Bourges. Le tronçon Ouest, appelé 2e armée de la Loire, dirigé par le général Chanzy, se replie vers le Mans en passant par Vendôme. De nombreux blessés français de la bataille de Loigny affluent vers Vendôme dans l'espoir d'y être soignés. Ludovic Halévy, un infirmier, raconte: « Il nous venait des blessés de partout. Ils arrivaient un à un, ou 3 à 4, par petits groupes, tués de fatigue, se traînant, appuyés sur des bâtons. Ils tombaient sur les trottoirs, devant les portes de Vendôme. On leur indiquait l'ambulance, ils se relevaient alors, et ils venaient jusqu'ici. Ils s'en trouvaient qui avaient fait plus de 10 lieues à pied, frappant à la porte de tous les hospices et refusés partout, faute de place. Pour la plupart, ils n'avaient ni sac ni couverture. Beaucoup même n'avaient pas de souliers et arrivaient pieds nus sur la glace et sur la neige. On en amenait aussi sur des charrettes. Il ne nous venait pas seulement des blessés, il nous venait aussi beaucoup de varioleux. Ils arrivaient avec de gros boutons qui leur faisaient des espèces de masques rouges sur le visage. Ils n'avaient plus figure humaine. » Alors que les Prussiens se rapprochent de Vendôme, la tension entre le sous-préfet, qui veut défendre la ville, et le conseil municipal, qui souhaite éviter à tout prix les malheurs de la guerre, atteint son paroxysme. À tel point que, le 12 décembre, des officiers de l'état-major du général Chanzy doivent intervenir pour tenter une conciliation entre le préfet qui a menacé de faire arrêter le conseil municipal et ce dernier qui a posé sa démission en signe de protestation. Le 13 décembre, la 2e armée de la Loire, en pleine retraite, atteint Vendôme. Gervais Launay écrit dans son journal: « Chaque maison est encombrée de soldats à loger. Ils arrivent tout mouillés, sans ration et exténués de fatigue. C'est une véritable débâcle qui navre le cœur. On se figure difficilement que nos troupes en soient réduites à cet état de délabrement. Il est vrai de dire que depuis plus de 8 jours, elles sont obligées de bivouaquer, presque sans abri, au milieu des neiges ou des boues de la Beauce. Que de maladies vont résulter d'une pareille campagne, à une époque de l'année où l'on n'a à attendre que la pluie, la neige et la gelée. » Le jeudi 15 décembre, les Prussiens lancent à 2 heures de l'après-midi leur assaut sur Vendôme par le sud. Les envahisseurs se heurtent à la brigade du général Bourdillon, laissée sur les hauteurs du Temple, de part et d'autre de la route de Blois, pour couvrir la retraite de l'armée de la Loire et ralentir au maximum l'ennemi. Face à l'imminence du danger, le conseil municipal se réunit et vote, à l'unanimité, le désarmement de la garde nationale sédentaire. Décision approuvée par le préfet du Loir-et-Cher. Le vendredi 16 décembre, au matin, les dernières troupes françaises évacuent la ville. Le drapeau parlementaire flotte sur l'hôtel de ville. Le maire essaye alors de dissuader les derniers soldats français de faire sauter les ponts sur le Loir. Peine perdue, puisque les charges placées sautent quelques instants avant l'entrée des Prussiens dans la ville. Cependant, à l'exception du pont de chemin de fer, les autres ouvrages ne sont que faiblement endommagés. Les explosions détruisent toutefois une partie des vitraux de l'église de la Trinité. Les Prussiens n'ont aucun mal à traverser le Loir et à s'élancer immédiatement à la poursuite des Français dans la direction de Saint-Ouen, de la Tuilerie et de la route de Saint-Calais. Pendant ce temps, le dernier train en partance pour Tours quitte la gare en emmenant avec lui le préfet et le sous-préfet. Les Prussiens, à peine installés, visitent chaque maison, puis inscrivent à la craie sur la porte le nombre d'officiers ou de soldats qu'elle doit abriter.
Le général commandant les troupes allemandes à Vendôme, ainsi que son état-major, sont logés à l'hôtel Jonquet, aux frais de la municipalité. Durant l'occupation de la ville, les Allemands vont adresser de continuelles réquisitions à la municipalité. Ces réquisitions sont payées aux Français selon un tarif fixé par les Prussiens. Elles concernent principalement la nourriture et la boisson, comme le 17 décembre, où ils exigent 15 000 rations de pain et de viande pour le jour même. En plus des réquisitions, les troupes allemandes se livrent à un pillage en règle de la ville. C'est ainsi que des caves murées avant l'invasion, principalement dans le quartier Saint-Bienheureux et dans la rue de la Grève, sont débouchées à la suite de dénonciations faites aux Allemands. Le 3 janvier, c'est la cave de messieurs Lemaire et Berger, dans la rue de la Grève qui est pillée. Linge, fourrure, pendules, bronze et d'autres objets sont emmenés. Le pillage ne concerne pas seulement la ville, mais aussi ses environs. Ainsi, le 20 décembre, les Vendômois voient passer dans les rues de la ville des voitures de réquisition, amenant de la campagne environnante, du fourrage, du blé, de l'avoine, et traînant derrière elles des bœufs et des vaches, le tout escorté par des hulans. Le 29 décembre, les 2 gardiens de la prison de Vendôme sont arrêtés pour avoir caché des fusils. Le maire, M. Moisson, considéré comme complice, est également arrêté. De fait, il s'agissait de vieux fusils qui avaient été oubliés dans la prison sans aucune intention de les dissimuler. Les Prussiens qui le savent bien vont se servir de l'arrestation du maire comme moyen de pression sur la municipalité. Et ce n'est que le 8 janvier, après avoir soufflé le chaud et le froid, que les Allemands vont conditionner la mise en liberté du maire à la fourniture de 500 paires de bottes. L'occupant ne prend parfois même pas la peine de dissimuler ses activités de banditisme derrière des motifs futiles, comme c'est le cas le 16 janvier, où M. Fouché, notaire, est enlevé. Il ne sera libéré que moyennant une rançon de 3 000 francs. Vendôme reste dans la zone des combats jusqu'à la fin décembre et subit même, le samedi 31 décembre, une attaque par les troupes françaises qui est repoussée. La campagne ne sera jamais sûre pour les troupes allemandes qui feront face à des actes de guérilla durant tout le mois de janvier. Les Prussiens font des otages dans les villages où ils ont eu à subir des tirs. C'est ainsi que le mardi 3 janvier, messieurs Baumetz, Noulin et d'autres de Naveil sont arrêtés comme responsables de coups de fusil tirés sur les troupes prussiennes dans la vallée de Montrieux. Le 30 janvier, des habitants de Thoré sont arrêtés comme otages à la suite d'une attaque sur une patrouille prussienne. Les Allemands condamnent également à des amendes la ville ou le village près duquel a eu lieu l'acte de guérilla. Par exemple, le 10 janvier, Vendôme est condamné à payer la somme de 20 000 francs en réparation du renversement de poteaux télégraphiques. Durant ce mois de janvier 1871, la ville voit passer de nombreux prisonniers français. La plupart d'entre eux sont épuisés et affamés, comme le note Gervais Launay le 9 janvier. À 6h30, arrivée de 300 prisonniers couverts de neige venant de la Chartre et 3 officiers, dont un capitaine pouvant à peine se tenir. Ils n'ont pas mangé depuis 2 jours. Ils réclament surtout de l'eau et du pain. L'approvisionnement en nourriture de ces prisonniers est un véritable défi pour la ville, surtout lorsqu'ils sont au nombre de 1000 à 1200 à la traversée, ce qui fut le cas les 12, 16 et 23 janvier. Certains des prisonniers profitent des rues étroites pour entrer chez l'habitant et s'y cacher. Le samedi 28 janvier, jour de la conclusion de l'armistice entre Jules Favre, ministre des Affaires étrangères, et le chancelier Bismarck, la garnison de Vendôme, commandée par le colonel von Pfull, comptait 23 officiers, 1517 hommes valides, 944 malades et blessés et 343 chevaux. En application de la convention d'armistice, des élections législatives ont lieu le 8 février dans toute la France. Vendôme occupé n'a presque plus de contact avec les autorités françaises. Faute de temps et d'informations, la campagne électorale est des plus restreintes. Le lundi 13 février, les habitants de Vendôme sont informés que selon les conditions de l'armistice, les troupes prussiennes occupant les différents départements français seront désormais nourries par les habitants. Les Prussiens en profitent comme le note Launay. Les réquisitions deviennent chaque jour plus fortes. Lorsque nous étions payés par l'autorité prussienne, elles étaient de 800 à 1000 kilos de pain, de 600 à 800 kilos de viande, 2 pièces de vin. Maintenant qu'elles retombent à la charge de la ville, elles ont presque doublé. Hier, elles montaient à 1500 kilos de pain, de viande. Aujourd'hui, elles sont de 1700 kilos de pain, de viande, 3 pièces de vin.
Ce même jour, un service de poste assuré par les Prussiens est établi. La poste prussienne va bloquer durant toute la durée de l'armistice la réception des journaux français. Les seuls qui parviendront dans la ville le seront amenés sous le manteau en provenance de Blois. Si la ville manque d'informations, les habitants de la campagne se trouvent totalement isolés. Et le seul moyen pour les paysans d'obtenir des nouvelles est de se rendre à Vendôme le vendredi, jour de marché. Mais comme le note Launay, la campagne croit toujours trouver à la ville les renseignements qu'elle désire. C'est un plus grand nombre de bruits contradictoires qu'elle rencontre. Le 15 février, les Allemands réclament pour le Loir-et-Cher une contribution de guerre de 4 millions de francs, dont 365 000 doivent être versés par Vendôme, et cela sous la menace d'un pillage organisé en cas d'inexécution. Les Prussiens ne sont pas les seuls à profiter de cette guerre. Ainsi, le 25 février, la municipalité reçoit la visite d'Eugène Forêt, un grand industriel parisien, venant offrir à la ville de lui prendre tous les bons de réquisition délivrés par l'armée française, contre argent comptant, moyennant 15% d'escompte. Le même jour, un soldat prussien assassine au café du commerce le fils de la maison, Gaëtan Huttepin. Le lendemain, des affiches manuscrites appelant à fermer les boutiques lors de l'enterrement sont placardées dans la ville. Le dimanche 26 février, dernier jour de l'armistice en vigueur, la paix est proclamée. À Vendôme, une foule immense assiste aux funérailles de Gaëtan Huttepin. Une fois la paix signée, les Allemands vont évacuer leurs troupes de Vendôme par échelon. La garnison évacue la ville le jeudi 9 mars et les derniers blessés prussiens, ainsi que le personnel médical chargé de les soigner, partent aux alentours du 17 mars. La ville de Vendôme, si elle n'a pas subi d'importantes destructions, n'en est pas moins exsangue financièrement après 3 mois d'occupation prussienne. Humainement, le bilan est lourd. 181 Vendômois sont morts au sein de l'armée d'active. Les mobiles de Vendôme ont également payé un lourd tribut dans les combats avec 155 morts. À cela s'ajoutent les nombreux morts dus aux épidémies de variole, de fièvre typhoïde et de dysenterie. Tous les cantons du Vendômois ont vu leur population diminuer entre le recensement de 1866 et celui de 1872.